le sujet de ce soir. En 2015, il a décidé de lancer l'Antipresse avec un journaliste de ses amis, dont il va nous parler ce soir, qui est un magazine dont le slogan est « La presse à l'endroit ». Voilà, je laisse la parole à Slobodan. Merci beaucoup, cher Jean-François. Il y a une toute petite erreur dans ma présentation. Je n'étais pas directeur, mais directeur adjoint des éditions L'Âge d'Homme. Le directeur étant le légendaire et hélas décédé Vladimir Dmitrievitch, qui d'ailleurs, je pense, aurait fait bonne figure dans une assemblée comme celle-ci, où on aurait appris des tas de choses. Cela étant, l'objet de la conférence, tel qu'il vous a été annoncé, porte sur un sujet très général qui nous préoccupe tous et que j'ai formulé sous cette phrase provocante: à quoi servent encore les médias de grand chemin? J'appelle médias de grand chemin les médias de l'establishment, évidemment. La formule s'est un peu répandue et je l'utilise exactement depuis le tout premier numéro de l'Antipresse, dont je parlerai par la suite. Mais venons-en immédiatement à ce sujet qui nous occupe. Est-ce que je peux vous demander de lever la main si vous êtes globalement content du service que vous procurent les médias de grand chemin, ceux que, par exemple, vous payez par vos impôts ou s'ils sont basés sur une redevance ou que vous achetez ou qui sont payés par la publicité, ceux qui sont de l'establishment. Est-ce que quelqu'un en est content? Merci, monsieur. Ah, deux. Non, mais là, je soupçonne des provocateurs. Dites. Je crois que le Figaro est un excellent journal, même s'il manipule aussi. Ne commence pas à débattre avec la salle. Je ne débattrai pas avec la salle, mais j'enregistre le. Donc, monsieur a dit que le Figaro était un excellent journal, même s'il manipule. Mais il me permet d'enchaîner en fait sur le vif de ma conférence. C'est que à quoi servent les médias de grand chemin? C'est une question qu'on n'a pas besoin de se poser parce que leur fonction n'a jamais tellement varié. D'où est-ce que ça vient, les médias? Ça vient des journaux essentiellement. Les journaux, ça existe depuis un certain bout de temps. La première gazette de la langue française connue comme telle étant celle de Théophraste Renaudot, qui date de l'époque de Louis XIV, et qui servait à donner des nouvelles, notamment des guerres en cours, des batailles, etc., mais aussi des choses beaucoup plus frivoles. On avait des gazettes qui colportaient les derniers potins des cours d'Europe ou les nouvelles de la mode. Jamais, dans leurs origines, les journaux n'ont prétendu vous restituer une image fidèle, impartiale, objective et honnête de la réalité qui vous entoure. On ne peut pas leur demander ce qui n'entre pas dans leur ADN. L'occasion qui nous est offerte de nous interroger sur leurs fonctions s'est présentée parce qu'ils sont entrés en crise. Maintenant, ils ont affaire non seulement au mécontentement du public, mais aussi à la nécessité de surmonter le défi, qui est un défi partiellement culturel, civilisationnel et en grande partie technologique, qui se pose à eux avec les nouvelles technologies de la communication. Donc, comme il ne faut pas mettre pied à terre dans ces cas-là. L'adversaire ayant le pied à terre, tout le monde se rue sur lui et dit ben voilà, ce sont des menteurs, des manipulateurs, des enfumeurs, etc. D'une certaine manière, ils l'ont toujours été. Moi, je possède chez moi une collection imposante qui pourrait servir à presser des lithographies ou à caler des portes. C'est la collection de l'illustration. J'ai tous les numéros reliés entre 1914 et 1919. Eh bien, dans l'illustration, vous découvrez, on vous écrit avec le plus grand sérieux du monde que les Allemands en face, eh bien, ils mangent les enfants français et qui font des sacrifices humains dans nos églises. Je ne crois pas qu'ils l'aient fait. Ils ont fait des tas de choses, mais pas ça. Donc, on a toujours affaire à quelque chose qui relève de la propagande lorsqu'on parle de la presse.
aujourd'hui, aujourd'hui, cette fonction qu'ils ont est contestée parce que nous avons justement toute cette série de transformations qui ne sont pas simplement des transformations du monde médiatique, mais qui sont des transformations de la société elle-même et de la manière dont l'humanité se conçoit elle-même. J'y viendrai plus tard, c'est peut-être un peu abstrait pour le moment. Mais la presse, ce n'est rien de plus, depuis 2 siècles en tout cas, pour ne pas remonter aux époques héroïques pionnières, mais en tout cas depuis le 19e siècle, la presse n'est rien d'autre que l'autobiographie de l'humanité. La presse, les médias, ainsi que la littérature, mais dans un autre format et avec une autre périodicité, la presse, c'est le journal de bord de l'humanité civilisée, depuis des siècles aujourd'hui. Si elle ment, c'est qu'il y a, j'allais dire, besoin, c'est que le mensonge est admis. Vous savez que le journal télévisé vous ment, vous savez que même le Figaro de monsieur vous manipule. Si vous êtes vraiment totalement et fondamentalement opposé au mensonge et à la manipulation, ben vous n'allumez plus jamais votre télévision, vous ne donnez plus 1 euro pour un journal qui vous a manipulé une seule fois. Mais vous continuez, on continue, parce qu'au fond, on sait que la vie réelle, elle est faite aussi de ces choses-là. Le conditionnement fait partie, le conditionnement de l'opinion, l'orientation de l'opinion, comme on oriente le faisceau d'un projecteur, fait partie de la mission depuis les origines des médias. Donc, la crise actuelle des médias de grand chemin, la crise de confiance qui frappe les journalistes, qui sont presque le métier le plus décrié à l'époque moderne en Europe, mis à part les hommes politiques. S'il n'y a que les politiques à qui on fait moins confiance qu'aux journalistes, eh bien, c'est intéressant de se demander pourquoi, en ce moment, ils subissent ce discrédit. On a affaire aujourd'hui à un nouveau paysage. La presse classique, la presse papier est morte. Il y a 2 ans ou 3, quelqu'un pourra peut-être me donner la date exacte, le journal le plus connu, le plus célèbre du monde, le plus iconique des journaux du monde, a arrêté ses presses. C'était le New York Times. Le New York Times ne publie plus rien en papier, peut-être des brochures, mais en tout cas, le journal paraît sous la forme d'un site Internet. Et les presses du New York Times, situées à New York, à Manhattan, étaient une institution américaine. Lorsque les journaux arrêtent leur rotative, lorsqu'ils cessent d'imprimer sur du papier, ce n'est pas qu'une technologie qui change. Ce changement technologique implique beaucoup de choses. La technologie de la typographie, alors c'est quelque chose parce qu'à l'origine, j'ai toujours travaillé dans l'édition. Depuis l'âge de 19 ans, j'étais dans le monde de l'édition qui m'a toujours passionné. J'ai traduit, j'ai dirigé des collections, mais j'ai été toujours passionné par la technique, la fabrication des livres et des magazines. Entre autres, à la fin des années 80, début des années 90, j'ai organisé, je pense, un des tout premiers ateliers de pré-presse assisté par ordinateur aux éditions L'Âge d'Homme, parce que j'avais acheté un petit Macintosh qui était à l'époque un petit cube, si vous vous en souvenez, pour rédiger des travaux universitaires et des traductions. Et puis je m'étais rapidement rendu compte que si vous couplez cet appareil très, très sommaire pour nous aujourd'hui à une imprimante laser et que vous imprimez vos pages, non pas à l'endroit mais à l'envers, sur des feuilles de papier calque, eh bien vous pouvez monter ces feuilles sur des plaques d'impression typographique. Et à ce moment-là, vous sautez toute une étape qui était considérable de la pré-presse. Et donc, on a commencé à travailler ainsi. Nous avions un vieux prot. Vous savez ce que c'est qu'un prot? Un prot, c'était un monsieur qui composait du texte pour l'impression, jadis. Qui avait été un vieux typographe, qui avait travaillé avec du plomb, qui avait travaillé avec la linotype, avec la linotronique, donc avec les premières machines électroniques de composition, et qui avait une linotronique dans son bureau, qui était une espèce de grand piano, avec un tout petit écran, et qui sortait
du texte au kilomètre sur film. Et quand je suis arrivé voir ce monsieur Robella, qui était déjà proche de la retraite, et que je lui ai dit, monsieur Robella, il faut qu'on enlève votre truc et qu'on le remplace par voilà, le petit ordinateur qui se trouve là. Il a dit, mais vous ne pensez pas faire ça? Cet appareil, il est neuf, il n'a pas 10 ans. Il a coûté 100 000 francs. 100 000 francs suisses, c'est presque 100 000 euros. Hein. Et c'était vrai. J'ai dit, oui, monsieur Robella, mais on est obligé de le jeter. Il dit, mais au moins vendez-le, mais on ne peut pas le vendre, c'est fini. Les 100 000 francs, c'est fini. Mais on ne va pas faire avec cette espèce de jouet. Eh bien oui, c'est ce jouet qui va le remplacer. La révolution technologique des années 80 est quelque chose dans le métier, dans les métiers médiatiques dont on ne se rend pas compte. La violence de cette révolution, on ne s'en rend pas compte. On ne pouvait pas, le New York Times justement, ou le Washington Post, Steven Spielberg a fait un très beau film sur le Washington Post il y a 2 ans, à l'époque, vous savez, où on publiait ces documents compromettants sur la guerre du Vietnam, des choses comme ça. À l'époque, il y avait des vraies révélations qui entraînaient des conséquences, pas comme les révélations surmédiatisées et marketées d'aujourd'hui, par exemple, chez Mediapart. Vous avez remarqué que les révélations de chez Mediapart, là, on vient de révéler que, je ne sais pas, un ami de M. Sarkozy a reçu un demi-million d'euros sur un compte, parce qu'à l'époque de l'affaire libyenne. Ben, ça ne vous change pas le prix du beurre. Hein. Ce n'est pas une révélation, c'est absolument anodin. À l'époque, quand on révélait des documents sur la nature de la guerre du Vietnam, ben, ça faisait tomber les têtes. Eh bien, dans le film, on voit très bien que la caste des typographes, des protes et des correcteurs, c'était un corps de métier qui était capable d'arrêter la fabrication d'un journal si il ne leur plaisait pas. Pas pour des raisons idéologiques, quoiqu'en France, avec la CGT, il y avait aussi de ça. Mais pour des raisons professionnelles. Vous ne pouvez pas bâcler un article avec ces gens-là. Vous ne pouvez pas tricher avec la grammaire. Et même, j'en ai connu des gens comme ça, ils vous corrigeaient votre logique. Si la syntaxe n'était pas bonne, si vous n'aviez pas argumenté votre article, ces gens-là vous le disaient. C'était des gens qui faisaient partie intégrante des métiers de la presse. Ils ont disparu complètement aujourd'hui. Vous avez des correcteurs, et encore, il y avait beaucoup de très bons correcteurs typographiques informatisés, hein, mais on ne vous le dit pas. Et quand vous voyez comment, depuis cette époque-là, en seulement 20 ou 30 ans, a évolué l'éthique, la conscience professionnelle, l'engagement professionnel dans la fabrication elle-même des nouvelles, vous voyez qu'on a un sérieux problème. Nous avons publié dans l'Antipresse, il y a quelques mois, le témoignage d'une jeune journaliste, d'origine kosovare d'ailleurs, du Kosovo, qui a fait une carrière assez brillante et fulgurante dans la presse anglo-saxonne, enfin dans la presse internet, n'est-ce pas, et qui est spécialisée dans les affaires d'Europe de l'Est, qui a eu cette chance inouïe d'être admise au New York Times. Et le premier papier qu'on lui demande de faire dans le New York Times concerne des élections en Macédoine, et elle dit, voilà, elle fait un compte-rendu des élections de Macédoine qui ont vu la victoire d'un candidat plutôt pro-occidental par rapport à son concurrent qui était plutôt pro-russe. Et elle découvre, alors que la procédure d'édition du New York Times passe pour la plus sévère dans le métier, dans la presse, elle découvre que son rédacteur en chef, sans rien lui dire, a modifié son article en rajoutant des contre-vérités historiques, en disant que la Macédoine échappait à la zone d'influence de la Russie. La Macédoine, ayant été justement une république de l'ex-Yougoslavie, n'a jamais fait partie de la zone d'influence de la Russie. Et cette fille n'a même pas réussi à obtenir la rectification de cette contre-vérité historique. Et ça, c'est le journal qui prétend être le plus consciencieux, le plus sérieux dans ses procédures d'édition, dans toute la presse mondiale, et qui est cité en exemple par nos journalistes d'ici. Dans notre lettre de l'Antipresse, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Dans beaucoup de sites de nouvelles comme Les Crises ou autres, qui sont des sites foncièrement amateurs, donc faits par des non-journalistes, la déontologie est beaucoup plus fiable que dans le New York Times. Donc,
ont subi les contre-coups d'une cascade de révolutions. Révolution technologique, révolution sociale, révolution politique, révolution sociétale. J'essaie d'y venir parce qu'on n'a quand même pas toute la nuit, mais j'essaie d'en dire 2 mots sur chacun de ces points, parce que tout cela entre dans le discrédit des grands médias, des médias de grand chemin, des médias mainstream, et ça entre aussi dans la composition de ce qui suit, parce que ces médias, tout se transforme. Les médias ne disparaissent pas, ils se transforment. Vous avez aujourd'hui, vous savez très bien que aujourd'hui, ceux qui étaient diffusés par la presse papier, aujourd'hui, ça passe par l'Internet. Le plus souvent par des sites. Donc, des sites qui publient à une cadence qui leur est propre des contenus sur Internet. Et qui, aujourd'hui, ne peuvent pas faire l'économie de passer par le relais des réseaux sociaux pour faire connaître ces contenus. Donc, il y a très très peu de sites, à mon avis aucun d'ailleurs, qui se contentent de mettre des contenus dans son nom de domaine et de demander à ses lecteurs d'aller les chercher là-bas. En fait, on passe par toutes sortes de haut-parleurs, de forums, comme Facebook, Twitter et autres. Eh bien, aujourd'hui, quel est le site d'information, au sens large, de langue française qui est le plus lu? Je pense que certains le savent. C'est peut-être pas en ce moment, mais ça a été pendant quelques temps, ça a été Égalité et Réconciliation. Ce n'était ni Le Monde, ni Libération, ni, je ne sais pas, l'agence France Presse. C'était le site d'Alain Soral et de son organisation Égalité et Réconciliation, site qui est géré, à mon avis, par une petite équipe de 4 ou 5 ou 6 personnes. L'équipe, par exemple, je sais que le magazine Marianne emploie en tout cas une demi-douzaine de personnes dans le rayon web, et que le trafic de Marianne, je l'ai su de l'intérieur, était quelquefois inférieur à celui que nous avions sur l'antipresse, qui se réduit à une équipe de 2 ou 3. Donc, l'introduction, le virage numérique, le virage sur le web, et la dématérialisation ont rebrassé complètement les cartes. Aujourd'hui, sur YouTube, vous avez il y a beaucoup de diffuseurs de contenu, pour ne pas dire de journalistes, ou de journalistes au sens large, c'est-à-dire non encartés, qui passent par le canal de YouTube, et exclusivement par le canal YouTube, pour diffuser de l'information ou de l'opinion. Le plus souvent, c'est de l'opinion, c'est du commentaire. Savez-vous combien de suiveurs a le youtubeur français le plus populaire? 13 millions, 13 millions et demi. Qu'est-ce qu'il fait avec son canal? Il s'appelle, j'ai un peu de peine à retenir tout ça, Squeezie s'appelle, bon ça fait pas très français, mais il s'appelle Squeezie. Il fait des commentaires, des tests de jeux vidéo. Ensuite, vous avez le deuxième qui s'appelle Cyprien. Il est à 13 millions de suiveurs. Ensuite, vous avez à 1 million, 2 millions, vous avez des vrais youtubeurs d'opinion, des gens qui sont de gauche ou de droite, mais enfin qui participent, disons, au débat de l'information. Mais ça fait quand même des millions. Personnellement, je sais que lorsque je passe à la télévision et que c'est relayé sur YouTube, ce que j'ai à dire est entendu par 100, 1000 ou 10 000 fois plus de gens que ce que j'écris. Et ça, c'est quelque chose, même si je suis quelqu'un qui vient du monde de l'écrit, qui s'exprime essentiellement par écrit, c'est quelque chose que je ne peux pas ignorer. Nous avons eu l'occasion ces derniers jours d'étudier le modèle de Mediapart, que vous connaissez tous. Mediapart, qu'est-ce que c'est? C'est la métamorphose, si l'on veut, du Monde. Le Monde, qui est un journal qui n'existerait pas 2 jours sans les subventions très lourdes de l'État français, pour cause, on a besoin de les entretenir, mais le Figaro non plus ne subsisterait pas, ne vous inquiétez pas. Eh bien, l'équipe dématérialisée du Monde, qui a suivi Edoui Plenel dans l'aventure Mediapart, aujourd'hui, elle a plus de 150 000 abonnés, à 90 ou 100 euros, enfin environ 90 euros par an. Ils ont un très gros trésor de guerre, et le salaire moyen des journalistes de Mediapart est d'environ 6 000 euros par mois. Donc, grosso modo, deux fois plus que ceux qui sont restés au Monde. Il y a une centaine de collaborateurs. Donc, on ne peut pas dire que
les médias s'effondrent. Simplement, il y en a qui négocient le virage avec habileté et avec prévoyance, et d'autres qui ne le font pas ou qui n'en sont pas capables. Qui, pourtant, même quand ils ne sont plus lus du tout, ou très très peu, le lectorat de Libération est décimé par rapport à ces belles années. C'est presque symbolique aujourd'hui. Le lectorat du Monde est très très faible. Pourtant, c'est ce qui fait le mainstream. Pourtant, vous allez toujours continuer d'avoir la revue de presse de France Inter ou de n'importe où, va toujours continuer de citer ce qu'a écrit Le Monde, journal de référence, ou les opinions qui paraissent dans l'IB, mais qui ne va jamais citer des plateformes qui ont infiniment plus d'audience que ces mastodontes-là, que ces dinosaures d'une autre époque. Pourquoi? Parce que ces journaux-là remplissent une fonction extrêmement importante, qui est une fonction d'officialisation de l'idéologie dominante. Ce sont, si vous voulez, ce sont les temples. Ce sont les mosquées avec leurs minarets. Peu importe si personne ne va dans la mosquée. En Bosnie, par exemple, là, après la guerre de Yougoslavie que j'ai suivie de très près, l'Arabie Saoudite a financé l'installation de centaines de mosquées où personne n'allait parce que ce sont des musulmans pas très pratiquants. Mais enfin, on a piqueté littéralement le territoire de mosquées toutes neuves où personne n'allait. On voyait même pas, quelquefois, il n'y avait même pas de route d'accès. Pourquoi? Parce que tant que ça existe, tant qu'on voit le minaret, ça veut dire qu'il y a emprise sur le territoire. Tant que le monde existe, même si c'est avec des subventions massives, et même s'il ne subsiste que 5000 lecteurs sur tout le territoire français, eh ben ce sera le monde qui va donner le là de l'opinion et de l'information qui sont agréées, qui sont celles dont peuvent se servir les diplomates, les administrateurs, le corps des fonctionnaires, etc. Donc, il y a plusieurs manières de résister à la révolution numérique, à la révolution de la dématérialisation, la révolution du web, mais il y a aussi cette fonction qu'il ne faut pas oublier, qui est la fonction symbolique, la fonction sacerdotale des médias. Pour la petite histoire, je crois que c'est assez important. Je reviens d'Afrique, où j'étais il y a quelques jours au Cameroun. J'ai raconté ça dans l'Antipresse. J'étais au Cameroun en tant que représentant suisse aux assises de l'Union de la presse francophone. L'Union de la presse francophone, c'est une organisation qui est soutenue par la francophonie. Ça rassemble tous les pays. Ça fédère tous les pays où il y a un journalisme francophone, même des pays assez inattendus comme la Géorgie ou l'Arménie. C'est une organisation importante avec des gens, avec des figures, notamment des figures africaines du journalisme, extrêmement intéressantes, des gens qui ont une grande autorité, une grande expérience. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous ne trouverez dans cette organisation pratiquement aucun membre de l'establishment journalistique français. Le Figaro, Le Monde, l'Obs, Le Point, l'IB brillent par leur absence. Personne ne vient. En revanche, vous allez avoir Le Monde diplomatique. Vous allez avoir quelqu'un de Marianne. Vous allez avoir quelqu'un de cette presse qui n'est pas tout à fait dans le système. Et les absents dans une organisation comme celle-là, c'est eux qui vous donnent les contours par contumace de ce qu'est l'establishment, de ce que sont les médias de grand chemin. Parce qu'eux, ils n'ont pas besoin ils n'ont pas besoin de communiquer avec la piétaille. Ils sont au-dessus. Ils sont les serviteurs de l'hyperclasse mondialisée. Et donc, ils diffusent, par conséquent, à la différence de leurs collègues de l'UPF là, qui se rassemblent dans ces assises, eux diffusent tous absolument identiquement les mêmes nouvelles avec la même coloration dans le monde entier. Les autres, ils le font avec leur manière locale, leur tropisme, leur centre d'intérêt locaux, leurs préférences nationales et autres. Tandis que l'hyperclasse, elle est totalement nivelée. Donc elle n'a pas besoin
d'assemblées syndicales professionnelles, corporatives. Elle a besoin d'aller dans des clubs comme le Siècle ou autres, parce que leur corporation n'est pas celle du métier de journaliste, elle est celle de la classe dominante. C'est très différent. Donc, toutes ces fonctions, il faut bien, malgré les révolutions qui se passent, il faut bien que quelqu'un les remplisse. Si ils ne peuvent pas si de les remplir coûte, si c'est déficitaire, ben l'État, les États ou les grands groupes financiers vont mettre la main à la poche pour que cette fonction se perpétue. Cela nous indique qu'il y a une nécessité, un besoin de maintenir cette fonction de conditionnement de la population comme la remplissait l'illustration en 1914 en vantant l'absolue supériorité des armes françaises ou en racontant que les Allemands mangeaient des enfants dans les églises profanées du nord de la France. Il est intéressant d'observer, d'analyser quelle est cette idéologie du grand chemin, des médias de grand chemin. À une époque, on pouvait, enfin, d'une manière générale, on l'a défini comme l'idéologie libérale libertaire. C'est une gauche bien pensante, pas tout à fait extrême, qui n'est pas une gauche sociale, c'est une gauche sociétale. La gauche sociale aurait presque tendance à s'amalgamer aujourd'hui avec l'extrême droite. C'est une gauche d'idées, idéologique, et c'est une gauche qui, maintenant, cette idéologie se rattache de plus en plus visiblement à un projet d'ingénierie portant sur l'humanité elle-même. C'est-à-dire qu'on n'est jamais loin de l'ingénierie sociale telle que par exemple a été mise en place de manière assez pataude et assez maladroite et inconséquente en URSS, tout en ayant fait beaucoup de dégâts, telle qu'elle transpire de l'idéologie, par exemple, de mai 68. C'est une idéologie qui tente à aplatir l'être humain, qui tente à soumettre la masse comme une pâte à modeler au projet de nouvelle humanité élaboré par une classe qui est une classe supérieure, qui détient à la fois les moyens matériels, financiers, les moyens intellectuels et la technique scientifique. Et cette grille de lecture, si vous l'appliquez un petit peu à ce que vous voyez autour de vous, aux médias, y compris d'ailleurs au Figaro de monsieur, vous verrez que avec les aménagements locaux, avec les légères colorations locales, c'est une même mélodie qui est jouée une fois avec un hautbois, une fois avec une clarinette, une fois avec une guitare électrique. Mais je veux dire, la guitare électrique, ce sera par exemple Technicart ou les Inrecuptibles, et puis la clarinette et le hautbois, ça va être le Figaro. Mais c'est la même chose. Absolument la même chose. Avec évidemment des plages qu'on laisse au débat ou à l'opposition. Mais ce sont en général aujourd'hui, au Figaro, ce sera le Figaro Vox. Ce seront des plages non payées et dont la rédaction ne répond pas. Ou bien ce seront les blogs de Mediapart ou les blogs de Libé. Il y a des tas de choses qui sont écrites dans les blogs de Mediapart qui vont à l'encontre de l'idéologie de Mediapart. Il y a des blogs très intéressants. Mais en même temps, quoi que vous puissiez écrire dans ces blogs, Mediapart en profite parce que vous contribuez à leur branding. Vous contribuez à vendre leur marque. Donc, quand vous attaquez le système en publiant dans le Figaro Vox ou dans, comment ça s'appelle, dans l'Obs, il y a aussi les débats, comment ça s'appelle déjà, il y a une rubrique. Non, en fait, vous ne faites que les nourrir. Pour ne pas entrer dans une discussion académique, dans un exposé académique et trop sociologique ou politique de tout ça, je préférerais terminer cet exposé par la manière
que je crois être possible, de retrouver confiance dans une information. Je l'ai dit, les médias ne sont pas forcément des sources d'informations objectives, sûres et fiables, qui existent, mais ce n'est pas les grands médias qui nous permettent de prendre des décisions concernant notre vie quotidienne ou bien nos plans à long terme. Ce n'est pas dans les médias qu'on va les trouver. Les médias sont l'autobiographie, le journal de bord de l'humanité. Quelquefois, on n'a pas envie de se reconnaître dans cette autobiographie-là, dans ce qu'on nous sert, dans la soupe qu'on nous sert, ne serait-ce que parce qu'elle est formulée dans un français ou un anglais ou un allemand extrêmement approximatif. Encore que, très honnêtement, les journaux allemands, par exemple, ou italiens, sont beaucoup plus vigilants sur la qualité de leur langue que les journaux de langue française. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, comment faire? Comment réagir? Un des aspects que je n'ai pas abordé, parce qu'il est très connu, de la crise des médias officiels, des médias du mainstream, c'était donc des classiques, un magazine, presse imprimée, presse écrite, etc. C'était la perte, l'effondrement de leurs revenus publicitaires ces 20 dernières années. Alors cet effondrement, eux-mêmes l'expliquent, et j'ai assisté moi-même à des débats, à des forums internes au groupe de presse où on essayait d'analyser le problème et d'y remédier. Eux-mêmes l'expliquent en disant, voilà, alors il y a la concurrence du net, il y a une grande partie du public qui va vers le net parce que c'est gratuit, parce que c'est pas de l'information, parce que c'est de l'émotion, parce que ceci, parce que cela. Il y a évidemment la crise économique après 1986. Il y a une crise économique, on le sait. Il y a le fait que la publicité, les annonceurs suivent l'attention, suivent les yeux du public. Si le public va lire sur Internet, eh ben, l'annonceur va sur Internet. Il ne va pas aller là où le public n'est plus. Mais si vous regardez ces phénomènes dans le détail, par exemple avec des groupes médias que je connais bien, qui sont les groupes suisses Ringier et Tamedia, ben, en fait, ils sont eux-mêmes les protagonistes et les stratèges de cette désaffection, de cette crise de la presse. Ces groupes ont investi eux-mêmes dans des plateformes sur le web qui ont vampirisé la publicité de leur propre publication papier classique. C'est ainsi que, par exemple, le seul hebdomadaire suisse politique et culturel digne de ce nom de langue française, l'Hebdo, a fermé il y a 4 ans. Il a été vampirisé par son propre éditeur qui a nourri de manière interne et consciente la concurrence du net, des plateformes de rencontres, d'échanges ou de vente en ligne. Donc, ce que montre cette évolution, dont les éditeurs de presse sont eux-mêmes co-responsables, souvent les premiers responsables, c'est l'absolu cynisme de ces gens vis-à-vis du consommateur, du client, du lecteur à qui ils s'adressent. Alors ce cynisme s'exprime d'abord par l'attitude qu'ont la plupart des journaux de grand chemin, des médias de grand chemin vis-à-vis du public, qu'ils ont tendance à considérer comme une bande de débiles qu'il faut rééduquer. Ils vous rééduquent à longueur de page et de journée. Vous pensez faux. Vous n'êtes pas assez tolérant vis-à-vis de la communauté LGBT, de ceci, de cela. Vous êtes des beaux fréacs, grosso modo, sans cesse. Et puis d'un autre côté, vous êtes une quantité négligeable parce que ça fait 30 ans que plus personne ne compte sur vous pour alimenter les caisses des journaux. Alors que, selon ma conviction, que j'essaie maintenant de mettre en place, de concrétiser, la seule relation saine que les médias puissent entretenir avec leur électorat, ça consiste à être financé par lui. Quand vos journaux sont financés par des pages de publicité, ce sont les annonceurs qui sont les maîtres des journaux. Quand vos journaux sont financés à perte par des milliardaires qui ont envie d'avoir des pôles d'influence, eh ben, ce sont eux les maîtres des journaux. Quand les journaux sont financés par le lectorat, eh bien, le lectorat n'est pas forcément le maître, parce que, je veux dire, le lectorat, ce n'est pas un individu identifiable.
dire, si vous n'êtes pas content, vous vous désabonnez, vous serez remplacé par quelqu'un d'autre. Ça, c'est à mon avis, alors c'est bien entendu imparfait, mais c'est le seul gage d'indépendance et de transparence du message entre le média que vous consommez et vous. Céline disait dans une interview, Céline Louis-Ferdinand, disait dans une interview à propos de la littérature, si on ne met pas sa peau sur la table, eh ben, on ne produit rien de valable. Et dans les métiers des médias, c'est exactement la même chose. Celui qui seul est journaliste à mes yeux, celui qui est propriétaire, possesseur de sa plume et de sa voix. Celui qui travaille pour des annonceurs ou pour un financier qui est en quête d'influence, eh bien, c'est quelqu'un qui n'est plus propriétaire. C'est un prolétaire. Il n'est même plus propriétaire de son outil de travail. C'est un esclave. Celui qui est propriétaire de son outil de travail devrait théoriquement pouvoir dire merde à une rédaction, il devrait pouvoir changer de rédaction, il devrait pouvoir lancer vendre son savoir et sa plume à un public afin de conserver sa liberté. Donc il doit mettre sa peau sur la table parce que c'est extrêmement dur. Et de la même manière, réciproquement, toute information que vous recevez de manière gratuite vous met dans la peau de Pinocchio. C'est le syndrome Pinocchio. Vous connaissez la fable de Carlo Collodi. Pinocchio, c'est ce miraculeux petit pantin de bois qui a reçu le don de la vie, mais qui est un peu bébête, qui est très naïf. Alors il est séduit par des mauvais garçons, il est emmené au pays de Cocagne, où tout est gratuit, où il n'y a que des gâteaux et des choses merveilleuses. Et finalement, il découvre, mais un peu trop tard, que ce n'était qu'un piège, un piège pour justement les mauvais garçons, les garçons qui se laissent séduire, les garçons influençables, qui ensuite sont en fait capturés et transformés en peau de tambour. L'ensemble des informations que vous recevez gratuitement sur le net vous transforme en peau de tambour. Si c'est à cause de la pub, c'est que vous allez être infecté de manière pratiquement subliminale par des tonnes de publicités, de contenus, de mots, d'images que vous n'avez pas demandé. Si c'est gratuit sans la pub, ce qui est de plus en plus rare, ça veut dire que vous servez de matière première à une étude du comportement des masses. Étude qui va servir ensuite à mieux déterminer le ciblage publicitaire ou à mieux déterminer le contrôle des masses, ou comme dans le cas de Cambridge Analytica, à éventuellement mieux vous faire voter. Donc, nous sommes tous des Pinocchio sur Internet. Moralité de l'histoire, si c'est gratuit, la marchandise, c'est vous. Si vous ne voulez pas être une marchandise, votre information, vous devez la payer. Très peu ou beaucoup, mais il faut la payer. Et donc, j'en reviens à cette initiative que nous avons eue en 2015, alors que je n'étais plus du tout dans ce monde-là. J'ai dirigé une époque dans des conditions extrêmement confortables, un magazine sur la santé en Suisse. La santé est un très très gros marché en Suisse. Si vous êtes impliqué dans de la presse médicale, qui est évidemment financée par les groupes pharmaceutiques ou par les grandes cliniques privées, etc., ben vous avez l'occasion de vivre très très bien. J'ai très bien vécu, jusqu'au jour où on m'a peu à peu glissé dans le pipeline du magazine des choses qui ressemblaient de plus en plus à du publi-reportage et non pas à de l'information. Et là, je suis parti. Je suis retourné au monde de l'édition de livres. Pas très haut, mais seul, comme disait Cyrano de Bergerac. Et puis en 2015, alors que j'étais conseiller d'un homme politique, un de mes amis qui avait été rédacteur en chef d'un journal populaire en Suisse me dit bon, il y en a marre. Il faut qu'on contre cette avalanche de bêtises et de mensonges
plus de bêtises que de mensonges, d'ailleurs, parce que, à la rigueur, les mensonges de l'illustré en 1914, au moins ils étaient écrits en bon français, et ils reflétaient une idée de la nation et une idée de ce qu'on défendait, qui était un peu plus digne que ce qu'on nous vend aujourd'hui. Enfin bref, cet ami Jean-François Fournier me dit qu'est-ce que tu dis si on commençait simplement à informer nos amis de ce qui ne va pas? Je dis très bien. Et le 6 décembre 2015, la date, je m'en souviens parce que c'était la date où une ministre très célèbre de la Confédération suisse quittait ses fonctions. Eh bien, le 6 décembre 2015, nous avons lancé le premier numéro de l'Antipresse. Le premier numéro de l'Antipresse, c'était un mail avec 2 articles et une caricature qui était envoyé à l'ensemble de nos carnets d'adresses en disant, voilà, si vous voulez recevoir notre lettre du dimanche, j'avais proposé que ce soit le dimanche parce que c'est le jour où on a quand même le plus de sérénité pour lire des choses qui ne sont pas forcément instantanées. Notre lettre est assez longue. Si vous voulez continuer de lire notre lettre du dimanche, eh bien, ne faites rien. Si vous ne voulez pas, faites-nous un mot pour qu'on vous élimine. Bon, bref. Après, on a un petit peu automatisé ça. Et puis, on a commencé. Mon premier article, c'était justement un article qui disait, voilà, demain, nous allons avoir, donc le 7 décembre, nous allons avoir la cérémonie, enfin plutôt le départ officiel de Madame Evelyn Widmer-Schlumpf du gouvernement suisse. Le gouvernement suisse est très particulier, l'exécutif. Il est composé de 7 ministres de tous les partis. Il est élu par le Parlement. Et ces ministres peuvent rester le temps qu'ils veulent. Il n'y a pas de... Il y a un renouvellement tacite de leur mandat, mais en général, ils partent au moment dont ils décident, eux. Et pas à l'âge de la retraite. Il y a pas de... Et en général, et maintenant, ces dernières années, ils ont pris l'habitude, surtout les dames d'ailleurs, ça n'a rien de sexiste, mais c'est simplement une observation, ont pris les dames de partir au moment où il y a des patates chaudes à refiler à quelqu'un. Et Madame Widmer-Schlumpf a laissé un héritage absolument catastrophique pour la Suisse, puisque c'est elle qui a vendu la place financière suisse aux Américains, pour en être ensuite récompensé par un poste de professeur dans une université américaine. Et j'ai écrit un texte satirique en disant, voilà ce qu'on va écrire sur Madame Widmer-Schlumpf demain, dans vos journaux. Et c'est exactement ce qu'ils ont écrit. Une personnalité visionnaire, le courage, la compréhension, l'honnêteté, etc. Enfin, toutes ces conneries. Aujourd'hui, la Suisse pleure. La Suisse n'est plus la place financière qu'elle était, à cause notamment des décisions unilatérales de Madame Widmer-Schlumpf. Donc, tout ça pour vous dire que nous avons essayé, mais à partir vraiment de rien, d'une lettre aux amis, nous avons essayé de rétablir un langage normal, un langage fondé sur la raison, sur le scepticisme, sur la bienveillance, sur l'exercice des facultés critiques que nous avions apprises et qu'on enseignait encore à nos générations, vis-à-vis des sujets intouchables du temps. Alors évidemment, c'était le premier sujet. Après, on a parlé des élections françaises, on a parlé des attentats terroristes, on a parlé d'un peu de tout, de sport, de tout. On a parlé de tout, mais avec ce regard décalé de l'antipresse qui n'est pas le contraire de ce que dit la presse, c'est pas un organe de réinformation comme il y en a beaucoup. C'est l'antipresse comme Anticiter se trouve en face de Citer et comme une antichambre se trouve en face de la chambre. C'est-à-dire, on regarde les choses d'un autre point de vue. Par la suite, lorsque cette lettre a atteint les 5000 abonnés et que c'est devenu quelque chose de très lourd à gérer, nous avons fait des appels aux dons pour pouvoir simplement continuer de faire ce travail. Alors, ça a marché un certain temps, mais l'économie du don sur l'Internet souffre du syndrome du rendement décroissant, parce qu'une fois que vous êtes installé dans le paysage, les gens estiment qu'il n'y a plus besoin de vous soutenir, vous n'êtes plus une jeune pousse, donc ils vont mettre leur sous ailleurs. Et puis, il y a 2 ans, en janvier 2018, nous avons passé à la formule sur abonnement, 50 € par année,
avec une version magazine que vous recevez dans votre mail au format PDF. C'est le petit cahier que nous avons distribué. Pourquoi je vous raconte cette aventure? C'est parce que c'est en train maintenant de prendre une certaine ampleur. Nous arrivons maintenant à 1000 abonnés payants. Certains, j'en ai reconnu, parmi vous, sont déjà abonnés à l'Antipresse. Et nous avons perpétuellement une réflexion, notamment dans notre manifeste, sur ce que devrait être non seulement la presse, l'information, mais notre rapport de consommateur à cette information. Notre manifeste, il repose sur une phrase extraordinaire de Victor Hugo, qui écrivait « Il faut voir dans les choses plus que les choses ». Ceci en réaction à ce programme de conditionnement qui n'est pas issu de ma fantaisie complotiste, mais qui est tout à fait identifiable. Dans un livre qui vient de paraître et que je vous recommande chaudement, mon ancien collègue des éditions L'Âge d'Homme, François Bousquet, écrit, c'est un livre qui s'intitule Courage, c'est un manuel de guérilla intellectuelle. Il écrit ceci: Alternative facts, post-truth, infox, fake news. Le propre de tous ces anglicismes, c'est de renverser la charge de la preuve. Ils dispensent les journalistes d'avoir à établir la véracité de leurs sources et de leurs allégations. Ils seraient d'ailleurs bien en peine de le faire, tant le mensonge a acquis, sous leur plume, un caractère furieusement systémique. On pourrait presque dire que le système dans son ensemble est une immense fake news. Si du reste le système les dénonce en continu, ces fake news, c'est pour mieux les produire. Il y a, et je finirai là-dessus, un film que je vous recommande de voir, c'est un documentaire. Je l'ai abondamment commenté dans l'Antipresse. C'est presque un film miraculeux, dans la mesure où justement il a été produit par le système. C'est un film de la BBC, dont l'auteur s'appelle Adam Curtis. C'est un cinéaste documentaire britannique assez connu. Et il y a 2 ou 3 ans, il a produit un documentaire de 2h30, très fouillé, intitulé Hypernormalisation. L'hypernormalisation, c'est un mot qui est apparu en Union soviétique dans les années 70, au moment où les dirigeants du système se sont rendus compte que le système ne tiendrait pas, qu'il n'était pas viable. Mais personne n'avait envie non plus qu'il s'effondre. Parce que tant que ça dure, on garde nos privilèges et puis on maintient une certaine paix civile au moins. Donc ils ont décidé de normaliser. Déjà, la société soviétique était très normalisée. Il suffit d'ouvrir Zinoviev ou Solzhenitsyn pour s'en rendre compte. Mais ils ont décidé de passer à la phase de l'hypernormalisation en construisant littéralement une représentation parallèle du monde où on vit. Le système tout entier est une fake news. Ça remonte à ce projet soviétique. Et Adam Curtis, dans son documentaire, vous montre que la même idée, au même moment, donc début des années 70, est apparue en Occident. Et Curtis explique ça de la manière suivante, je cite, politique, financier et utopiste technologique, plutôt que de faire face aux complexités du monde, une complexité qui commençait vraiment à devenir très très lourde à contrôler, les populations augmentent, les technologies se multiplient, etc. Donc plutôt que de faire face aux complexités du monde, ont battu en retraite. Au lieu d'affronter la réalité, ils ont construit une version plus simple du monde. Nous les avons tous suivis parce que la simplicité était rassurante. Et la mission des médias de grand chemin, c'est de simplifier la réalité tout en simplifiant l'être humain. Nous sommes en pleine campagne de robotisation. Je suis conservateur dans mes idées, je ne suis pas de droite ni de gauche. J'ai été conseiller d'un ministre, mais je n'ai jamais fait de politique. Mais je sais que je ne veux pas de cette robotisation, je ne veux pas de cette simplification, ni de la réalité, ni de l'être humain. Donc, je crée, à mon échelle, la communauté humaine, l'interaction humaine possible pour se protéger de ce phénomène, qui est un phénomène global.
Et je pense que le seul moyen de s'en protéger, c'est que les humains réels se donnent la main, communiquent entre eux de manière bilatérale, sans l'intermédiaire de ces Big Brother, le plus possible. Voilà, c'est toute l'essence de notre projet. Et j'ajouterai encore, parce que je n'ai absolument aucune vergogne à vous le vendre, l'antipresse, ça coûte 50 € par an. Là, j'ai fait une action pour ce soir, ce sera 40 € avec un code de promotion. Nous essayons, avec cette publication, de voir non seulement dans les choses plus que les choses, mais de voir dans nos lecteurs plus que des lecteurs, des alliés dans la survie de la raison humaine. Merci.